bonjour à tous. C'est assez difficile d'intervenir pour moi après déjà tous ces brillants exposés et après toutes ces belles paroles qui ont été prononcées sur les experts dont je fais partie. Voilà, j'ai la lourde tâche de parler de l'expertise bien représentée en France. Je remercie CDP de m'inviter cette année à nouveau pour parler de cette pratique qui est, je sais, en effet très critiquée à juste titre parfois et pourtant pratique que j'adore exercer. Pratique de l'expertise judiciaire. Vous m'avez vu ce matin, je suis intervenue, donc je suis psychologue de formation et je ne suis pas qu'expert. L'expertise, c'est pas un métier. Mon métier, c'est bien d'être psychologue et je suis thérapeute. Et donc ce matin, je suis intervenue sous ma casquette de thérapeute et donc maintenant, je vais parler sous la casquette de l'expert judiciaire. Je vous l'ai dit, j'adore pratiquer l'expertise et j'adore en parler. Je suis une grande bavarde. Certains qui me connaissent peuvent en témoigner. Et pourtant, j'ai eu énormément de mal à construire cette intervention. Ceux qui sont dans les petits papiers savent que je l'ai remanié je ne sais pas combien de fois. Mais je vais essayer de vous présenter quelque chose et je vais essayer finalement de vous parler un petit peu de ma pratique et comment je l'ai construite. Alors, en ce qui concerne l'expertise judiciaire, alors j'ai oublié de tourner les... C'est ça? Normalement, si tout se passe là, on Je va vais le faire faire comme ça. Merci. Alors, comment j'en suis arrivée à l'expertise? J'en suis arrivée, enfin, je suis tombée dedans, on va dire, dès les études de fac, parce que j'ai une prof qui a eu l'occasion de nous en parler, et je me suis dit, quand je serai grande, je ferai ça. Donc, j'ai fait ça. Mais c'est une pratique qui s'est construite au fil des années et au fil de toutes ces théories qui ont été évoquées aujourd'hui et que j'ai eu l'occasion de découvrir dans des formations. Et ma pratique de l'expertise, elle s'est construite autour de grands fondamentaux que je vais vous exposer, auxquels nous sommes tous soumis, les experts, mais aussi au fil de toutes ces formations, où on m'a appris ce qu'était le trauma, où on m'a appris ce qu'étaient les adversités précoces, où on m'a appris toutes ces manifestations-là, où j'ai aussi appris, parce qu'au-delà d'être psychologue, je suis thérapeute systémique, donc j'ai appris à travailler avec les couples et les familles. Et tout au fil de ces formations, j'ai développé ma pratique qui a évolué. Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'expertise psychologique, ce n'est pas un métier, c'est une pratique qu'on choisit, on s'inscrit sur une liste. Et dans cette pratique, il y a, on va dire, deux grands chapitres à respecter. Un expert, donc c'est quelqu'un qui répond donc à une profession, la mienne en l'occurrence, à la psychologie. Et pour être expert, on nous demande de faire état de nos diplômes, mais aussi de connaissances et de formations annuelles. Et si on reprend les textes de l'expertise, un expert est quelqu'un qui doit tenir ses connaissances à jour au regard des théories qui font consensus dans sa pratique professionnelle, au regard des théories qui sont validées. Et j'ai de la chance parce que j'interviens juste après Monsieur Barès qui a parlé de ces théories-là. Comme ça, je le remercie, il a fait le job avant moi. Donc, on ne peut pas demander à un expert de conclure sur des éléments qui n'auraient pas encore été démontrés. On ne pourrait pas reprocher à un expert, par exemple, qui a rendu un rapport il y a 20 ans, d'avoir rendu des conclusions en l'état des connaissances qui étaient il y a 20 ans. Par contre, je crois qu'en tant qu'expert, on a la responsabilité, et on peut reprocher à un expert, de rendre un rapport avec des conclusions qui font état de connaissances qui sont depuis des années et des années invalidées par de nombreux travaux scientifiques. Alors, il y en a certaines qui ont été déjà nommées, mais aussi, je pourrais reprendre le très célèbre complexe d'Oedipe, hein, grand classique du point de vue pour les qui rigolent. On le voit encore dans les rapports. Je peux vous assurer que je l'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça, l'intervenant en contre-expertise. Donc, le complexe d'Oedipe apparaît encore, l'hystérie, voilà, tout un tas comme ça de concepts qui sont invalidés aujourd'hui. Et ça, on peut le reprocher à un expert. Un expert est quelqu'un qui tient ses connaissances professionnelles à jour et donc qui se forme et qui doit justifier ses formations. Le souci, Sarah vous l'a dit ce matin, et elle a raison, c'est que personne ne vérifie ses formations. L'expert est libre des formations qu'il va faire, est libre des outils qu'il va utiliser, je vais vous en parler des outils,
et personne finalement va venir évaluer la qualité des formations. Donc, à partir du moment où à la cour d'appel, on rentre dans notre bilan annuel des justificatifs de formation, ça suffit. Autre point, l'expert, au-delà d'être un sachant dans sa matière, c'est aussi quelqu'un qui doit avoir des connaissances au niveau juridique, à minimum. On ne peut pas être expert si on ne connaît pas à minima les textes qui encadrent la pratique de l'expertise et si on ne connaît pas à minima les principes de la procédure pénale et les principes de la procédure civile. On ne nous demande pas d'être des juristes, mais en tout cas, d'avoir quand même des bases qui nous permettent d'appréhender dans quel contexte notre travail va s'inscrire. On ne peut pas travailler en expertise si on ne comprend pas comment ça s'articule, de quoi les gens qui vont nous lire, en l'occurrence les magistrats, mais aussi les avocats et les parties, vont avoir besoin. Donc un expert, c'est aussi quelqu'un qui tient à jour sa veille législative et, et qui se tient informé. D'ailleurs, par rapport à ce point-là, je vous ai cité juste un décret qui est paru le 16 juin 2023 qui stipule aujourd'hui que les candidats à l'expertise sont obligés de justifier d'une formation à l'expertise avant toute inscription sur les listes. Pourquoi? Parce qu'il y a eu de nombreuses plaintes de non-respect, principalement du principe du contradictoire, qui n'étaient pas maîtrisées et respectées par les experts. De là est né ce décret. Ce n'est pas que pour les psychologues, hein, même si je sais que c'est un sujet, mais voilà, de nombreux experts ne respectant pas ce principe, il a été décidé depuis le 16 juin 2023 que tout candidat sur les listes devait justifier d'une formation à l'expertise et donc à ces grands principes du procès. Alors, ceci étant dit, je vous ai dit que j'allais parler de pratique. Eh bien, je vais vous parler de ma pratique. Je ne suis pas une grande théoricienne. Je me nourris de la théorie. J'écoute les gens qui savent faire. Et je la mets en pratique. Alors, concrètement, avant de vous parler de la pratique, moi, ce qui me paraît important, c'est qu'on peut être formé à tous les outils que vous voulez. Et on peut être très bien formé à des outils. Mais si à un moment donné, on n'a pas une certaine posture professionnelle, ces outils-là, ils nous servent. Alors, cette posture, c'est pas du blabla. Qu'est-ce que c'est concrètement? En tout cas, comment j'essaye moi de la faire. Quand je reçois une personne en expertise, et j'espère vraiment que c'est le cas, et si un jour ça n'est pas, j'espère qu'on me le dira, c'est important pour moi d'accueillir la personne qui arrive dans mon bureau. L'accueillir, c'est-à-dire quoi? C'est de créer avec elle une relation. Créer une relation, c'est pas faire du copain-copain avec la personne qui est en face de moi. Ça m'empêche pas. Mais en tout cas, c'est d'entrer avec elle en relation pour l'accueillir telle qu'elle est, là où elle en est, avec ce qu'elle a à m'apporter dans cet instant qui est celui de l'expertise. Pourquoi faire ça? Alors déjà parce que je pense que c'est un peu dans mon tempérament et que j'aurais un peu du mal à être quelqu'un de très, très froid. C'est pas trop mon fonctionnement. Mais parce qu'il y a aussi de nombreuses études qui ont montré qu'être en contact avec une personne froide, distante, ça va bloquer finalement l'expression de la parole et ça va forcément avoir un biais et un impact sur les observations qu'on va formuler en expertise, puisque la personne va être complètement tétanisée parce que nous, on va induire. Je vous ai dit, j'étais formée en systémie. Quand on est formé en systémie, on ne peut pas ignorer qu'on fait partie du système et qu'on est responsable de ce système. Donc, cette posture, elle va par l'accueil des gens. En accueillant, pour moi, l'objectif, c'est de s'ouvrir à la compréhension de l'autre, de son monde, de ses stratégies, de son univers. Ce mot de la compréhension, c'est assez fondamental dans ma pratique. Ça a toujours été ma pratique. Je veux comprendre, je veux comprendre, je veux comprendre. Et si j'écoute pas les gens, je ne peux pas comprendre. Et les gens, ce sont eux les meilleurs experts. Ce sont eux qui vont m'expliquer. C'est pas moi. Moi, après, je vais le conceptualiser avec ma pratique. Je vais mettre des hypothèses. Mais par contre, ça vient bien des gens et de ce qu'ils vont pouvoir m'apporter. Pourquoi je tiens aussi à les accueillir? Parce que je, je suis souvent assez touchée. Alors, les gens sont assez surpris. Je les remercie en cas d'expertise. Je les remercie d'être venus. Je les remercie de m'avoir parlé. Pourquoi? Parce que Sarah vous a parlé ce matin de l'insécurité. Sandra vous a montré ces stress générés par la procédure. Toute la journée, les intervenants nous ont parlé de ces stress. Une expertise, c'est stressant. C'est une mesure d'instruction qui est stressante. Et si les experts se mettaient ne serait-ce que 2 secondes à la place des gens qui reçoivent,
pas si ils l'ont déjà fait ou si vous l'avez déjà fait. Enfin, certains se sont peut-être retrouvés devant un expert. En tout cas, moi, j'y ai pensé. Je me suis dit, si demain, je devais me retrouver face à un de mes confrères, là, dont la responsabilité, c'était de répondre à la mission, confrère que je n'ai pas choisi en plus, d'un juge, et qui va écrire des choses sur moi, sans que je sache ce qu'il va dire sur moi, je trouve ça d'une insécurité, d'une violence incroyable. Donc, ayons un peu d'humilité, ayons un peu d'accueil pour les gens qu'on reçoit, et de respecter ce qu'ils vont nous livrer. Alors, qu'est-ce que j'essaye de faire pour essayer de faire baisser cette insécurité chez les gens que je reçois? C'est que je vais essayer de rendre, ça va à prononcer ce mot aussi, je vais essayer de rendre mon cadre d'expertise le plus prévisible possible. On a besoin, alors chez les enfants, on n'en parle même pas, l'enfant a besoin de prévisibilité, il a besoin de sécurité. L'expertise, principe, elle est imprévisible. Alors, comment la rendre prévisible? La rendre prévisible, ça va être d'accueillir les gens comme je vous l'ai dit, en ayant préparé mon expertise. Je lis les dossiers avant de rencontrer les gens. Et non, ce n'est pas un biais, comme certains peuvent dire, qui va permettre d'influencer. Ça permet quand même d'éviter certains impairs, je peux vous assurer. Parce que quand on n'a pas connaissance du dossier, on peut commettre quand même des sacrés. Donc, je lis le dossier, je prépare. Et je consacre le temps nécessaire à la réalisation de cette expertise. C'est-à-dire que je m'assure, je prends une demi-journée entière, que je n'ai pas de rendez-vous derrière. Ça, c'est la première chose. Autre chose, pour rendre ce contexte prévisible, quand j'accueille la personne, je vais prendre un instant avec elle pour lui exposer mon cadre. Et je vais lui expliquer comment je travaille. Je vais lui expliquer qui je suis, c'est quoi la mission, à quoi ça sert. Je vais lui détailler un petit peu le plan, comment je vais procéder, comment on va avancer ensemble, comment je vais formuler des hypothèses et comment ces hypothèses-là, je vais les formuler auprès d'elle pour qu'elle puisse peut-être me dire ce qu'elle en pense. Je vais lui parler éventuellement aussi des tests que je vais procéder et je vais lui expliquer comment je vais faire. Je vais lui expliquer si je fais un test, lequel et pourquoi et à quoi il sert. Je vais lui expliquer également à cette personne toutes les suites de cette expertise. Que je vais prendre des notes, qu'il y aura un rapport. Et que ce rapport, elle a le droit de le contredire. Elle a le droit de faire des observations. Et je lui explique comment. Je lui explique comment il va lui être notifié par qui. Et je lui dis généralement de se rapprocher de son avocat, qu'elle a le droit de demander un complément ou une propre expertise quand on est en matière pénale. Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, je fais beaucoup de pénal. Je suis fortement intéressée aussi à tout ce qui est civil, mais surtout que je suis majoritairement destinée au pénal, donc je fais beaucoup. Ce temps-là, un peu d'installation, généralement, il a pour but de poser un peu les choses, la personne qui peut prendre le temps un peu de s'installer. Et après, on va pouvoir démarrer et elle sait où on va aller ensemble. Voilà un petit peu comment j'essaye de poser les choses. Alors maintenant, ensuite, comment concrètement je vais faire? Sarah vous en a parlé, elle vous a dit que j'allais le faire, elle ne le savait pas, mais en effet, je vais le faire. Comment on structure sa rencontre? Donc, je rencontre la personne, je vous ai expliqué, je parle des hypothèses, on échange ensemble. Vient le moment où, à un moment donné, il faut évaluer. Il y a plusieurs études, alors principalement sur tout ce qui est l'évaluation du risque. Il y a pas mal d'études qui ont montré que le jugement professionnel non structuré, alors désolé pour le terme autrement appelé pratique au doigt mouillé, mais Sarah vous l'a dit, avait un taux de fiabilité équivalent à un jeté de pièces, pile ou face. Voilà. D'un côté, l'expert peut tomber juste, ceci dit, vous allez me dire, mais de l'autre côté, il peut tomber faux. On sait que l'utilisation d'outils validés, d'outils qui vont venir donc apporter une structure, un jugement structuré à l'expertise du professionnel, augmente la fiabilité du rapport à 75%. Alors, on est encore loin des 100%. Je ne suis pas certaine bien du tout. Je ne suis pas certaine du tout que ça arrive. Mais en tout cas, 75, c'est quand même nettement mieux que 50. Alors, sur la question des tests, les tests, il y en a plein et je pense que je vais faire un petit détour pour vous présenter le test absolu de l'expertise, le fameux Rorschach. Alors, finalement, je voulais montrer, on en a parlé hier avec Pascal, je n'avais pas prévu, je ne l'utilise pas, hein, je vous le dis tout de suite. Je vous le montre parce qu'il fait sujet de beaucoup de débats sur le Rorschach et on le retrouve encore beaucoup en expertise. Alors, le Rorschach n'est pas un test, c'est une épreuve projective
et donc interprétative. La CEDH, non, pardon, la Commission européenne a fortement déconseillé l'utilisation des épreuves projectives en expertise. Cependant, la France fait exception sur pas mal de points, et Luis Alvarez vous l'a dit, sur certaines idéologies. Vous avez encore, je pense, un bon nombre d'expertises qui utilisent ce fameux Rorschach. Alors du coup, j'y ai été formée quand même, hein, parce que je suis issue d'une fac très psychanalytique, donc j'ai appris le Rorschach. Et juste pour vous expliquer un petit peu, pour ceux qui ont déjà entendu parler de ça, en se demandant, mais c'est quoi finalement, qu'est-ce qu'il voit le psychologue à travers ça? Alors je vais vous en dire deux, trois mots, et je ne vais pas m'attarder plus longtemps que ça, et après je vais parler des autres outils. Mais en tout cas, dans ce fameux Rorschach, comme vous le voyez là, donc vous avez 10 planches, et on invite donc la personne à dire ce qu'elle veut. Le consigne est très simple, en ceci, c'est assez basique. Et à partir de ça, le psychologue donc note les réponses et va interpréter les réponses de la personne. Pourquoi on déconseille la pratique du Rorschach aujourd'hui? Parce que cette pratique n'a fait l'objet d'aucune validation scientifique, aucune validation. C'est de l'interprétation. Alors, si certains psychologues veulent l'utiliser dans leur cabinet, avec l'impression, pourquoi pas, et à la rigueur, je pense qu'en expertise, on ne nous demande pas d'interpréter. On nous demande de motiver. On nous demande d'éclairer le magistrat avec des éléments, je vous l'ai dit tout à l'heure, validés. Ce n'est pas validé. Alors du coup, comment on fait? Il existe tout un tas d'échelles, de tests. Ça va rester à parler du CAM5, mais il y en a plein d'autres qui permettent d'évaluer le traumatisme, la dissociation, mais aussi, alors, la journée consacrée aux victimes, mais aussi finalement pour les personnes qui sont mises en examen, parce que j'en vois aussi un certain nombre, ou après pour les condamnés, quand on est au moment de l'application des peines, on a des outils validés qui permettent d'évaluer le risque de récidive, les facteurs dits de protection. Et ce sont des facteurs qui sont validés et qu'on peut essayer d'utiliser. Donc, comment je fais dans la pratique? Il y a l'entretien clinique, il y a l'étude du dossier et il y a la passation de tests et d'échelles avec les gens. Et j'en arrive à la fin de mon propos. Qu'est-ce qu'il y a ensuite de tout ça? Eh bien, il y a le temps du rapport. Il y a ce moment où l'expert il va se retrouver tout seul, avec ses notes, avec son dossier, avec ses tests. Et il va devoir écrire. À ce moment-là, ces fameux outils que je vous parlais de jugement professionnel structuré, ils vont rentrer en ligne de mire. Il y a tout un tas d'échelles qu'on ne va pas forcément faire passer avec la personne. Ces échelles-là, d'outils structurés, vont guider notre trame d'entretien clinique, notre recueil de données. Et ensuite, c'est en croisant avec les données du dossier, couplées aux données de l'entretien, qu'on va pouvoir confronter avec ces bases de jugement clinique structuré pour arriver à des propositions ou à un éclairage qui va être beaucoup plus objectif finalement, puisqu'il va nous aider à décaler de nos simples impressions. Sarah vous a parlé des biais, on en a tous. Et ces outils-là, ils nous aident à nous décaler de nos biais pour pouvoir confronter avec des éléments objectifs validés. À mon sens, la rédaction d'un rapport d'expertise finalement, c'est assez proche de la rédaction d'un jugement pour un juge. On demande d'un juge de faire des motivations, de motiver ses décisions. Mais je crois qu'un expert, c'est pareil. Et d'ailleurs, les textes le disent, hein, c'est pas moi qui l'invente, c'est pas je crois, en fait, c'est une réalité. Un rapport d'expertise doit être un rapport qui est motivé, étayé. Les conclusions doivent être discutables. Même si au pénal, le principe du contradictoire est un peu moins euh, mis en exergue que dans la procédure civile, il reste néanmoins présent. C'est un grand principe, c'est en France. Un rapport doit être discutable et doit pouvoir être repris. Et donc, au pénal, qu'est-ce qui se passe? À la fin, c'est repris à l'audience au moment de faire de cette position aux assises. Donc, ce que je peux inviter les experts, c'est à essayer de rendre leurs rapports les plus lisibles possibles, les plus accessibles possibles. On doit, en tant qu'expert, on peut être le meilleur professionnel, le meilleur psy, si vous voulez, du monde. Si vous jargonnez, si personne ne vous comprend, votre rapport ne sert à rien. Donc, l'expert, il a quoi? Je vous l'ai dit, il tient ses connaissances professionnelles à jour. Il se tient à jour au niveau législatif, mais il a aussi la compétence de savoir rendre accessible à des non-sachants en sa matière des données qui vont permettre au juge d'éclairer sa décision et de prendre une décision.
J'en arrive donc à la fin de mon propos. Je ne sais pas si j'aurais réconcilié certains avec la pratique de l'expertise. C'est une pratique évolutive. Je vous dis ça aujourd'hui. Il y a des années de ça, je n'aurais pas dit ça. J'ai fait partie de ceux qui pensaient que tous les tests, il ne fallait pas. Voilà, j'ai fait partie de ça, hein, je le reconnais. Aujourd'hui, je ne suis plus du tout sur cette posture. Je ne sais pas où j'en serai dans 10 ans. Je crois qu'il faut continuer à se former. Il faut développer les réseaux, échanger avec des partenaires, ne pas rester seul, s'entourer d'autres professionnels. Ne pas hésiter aussi, je contacte régulièrement, alors pas trop souvent parce qu'ils sont débordés, mais les magistrats, pour leur demander. Là, quand j'ai déposé aux assises, ça a aidé, ça a apporté, c'était comme, enfin voilà. C'est pas pour avoir une note, c'est pas ça. Mais concrètement, on est un retour. On est rarement informé, les experts, finalement, des suites de nos rapports. On ne sait pas. Et le problème de ça, c'est que quand on ne sait pas, ben, on ne peut pas avoir marge de progression. Sarah parlait d'audit, pourquoi pas, en effet. Et je suis prête à accueillir des gens pour venir voir comment je bosse, c'est pas un problème. Et au contraire, parce que je pense que c'est comme ça qu'on évolue et c'est comme ça qu'on progresse. Et que si c'est le feedback, on ne l'a jamais, ben, en même temps, ben, on ne progresse pas. Voilà, je vous remercie pour votre écoute.